Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 1er février 2024 et vous êtes bien sur UGOP Radio, la web radio citoyenne associative du 12e arrondissement. Aujourd'hui, c'est l'émission Antidote. Antidote est un programme axé sur les enjeux sociétaux visant à décortiquer les problématiques afin d'expliquer leurs tenants et leurs aboutissants, tout en cherchant activement des solutions. Et aujourd'hui, nous allons discuter sur le droit de mourir dans la dignité, un sujet qui peut paraître aux premiers abords effrayant, mais qui est au contraire un sujet empreint de vie et d'humanité surtout. Et pour aborder cette thématique, j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés, nous avons le docteur Labelle. Bonjour. Bonjour. Ancien chef de service à l'hôpital Sud, francilien dans l'Essonne et auteur du livre Juste ici, Le médecin, la liberté et la mort, le droit de choisir sa fin de vie, chez Plomb. Vous êtes président d'honneur de l'association Le Choix Citoyen pour une mort choisie. Absolument. Donc enchanté. Juste après, justement, nous allons recevoir, mais il y a un tout petit peu de retard, mais il va arriver normalement, je l'espère. Jean-Luc Michel Romero, qui est un homme politique français. Il est connu pour son engagement en faveur des droits des personnes atteintes du VIH et sa lutte pour la dépénalisation de l'euthanasie. Il est également adjoint à la mairie de Paris, dans le 12e arrondissement de Paris, en charge des droits humains, de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Mais avant tout, j'aimerais bien introduire et expliquer aux auditeurs en quoi consiste exactement le droit de mourir dans la dignité. Donc, pour faire simple, le droit à la mort, le droit de mourir dans la dignité peut être interprété dans le contexte du droit à l'autodétermination en matière de fin de vie. Ce principe se rapporte à la capacité d'un individu à décider de sa propre mort dans des circonstances spécifiques, notamment en ce qui concerne l'euthanasie ou alors le suicide assisté. Dans d'autres pays, il est autorisé, le suicide assisté est autorisé, où un individu reçoit l'aide nécessaire pour se suicider dans l'intervention directe d'un tiers. Ces questions soulèvent d'ailleurs des débats complexes et des préoccupations éthiques, sociales et médicales. Les législations varient considérablement à travers le monde. Les implications juridiques du droit à la mort impliquent souvent la recherche d'un équilibre entre le respect de l'autonomie individuelle et la protection de la vie, ainsi que la garantie des mesures de sauvegarde pour éviter les abus et les dérives. Chloé, qu'en est-il de l'évolution historique de ce droit ? Est-ce que tu peux nous l'expliquer, s'il te plaît ? Oui. Pour répondre à ta question, en Europe, le droit à une fin de vie libre a incontestablement progressé, notamment aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Espagne et en Autriche. Par contre, en France, l'euthanasie et le suicide assisté sont interdits, passibles de peine de prison. Or, il existe la loi Claeys-Leonetti de 2016 qui encadre l'accès aux soins palliatifs et qui pose le cadre de la procédure collégiale et de la décision médicale. La loi permet une sédation profonde et continue jusqu'au décès avec des limites. Malgré ça, il y a quand même 1000 morts par euthanasie clandestine qui sont estimées chaque année. Et il y a beaucoup de personnes qui se rendent à l'étranger du coup en Belgique et en France pour obtenir une aide active à mourir. Selon un sondage IFOP d'avril 2021, il y a 93% des Français qui sont en faveur d'un droit à une fin de vie libre et choisie. Et donc en décembre, il y a eu le lancement de la Convention citoyenne sur une fin de vie qui a été annoncée par Emmanuel Macron et qui appelle à un meilleur accompagnement à la fin de vie, au développement des soins palliatifs, etc. Pour commencer cette interview et ce débat, cette discussion surtout, docteur Labelle, pour commencer, j'aimerais bien... Enfin, comment on explique qu'aucune loi favorable à l'euthanasie ou au droit de mourir ne passe pas, ne passe jusqu'à maintenant en France surtout? Vous entrez dans le vif du sujet, là. Oui, oui, c'est vrai. Écoutez, d'abord, je dois faire une petite remarque en ce qui concerne le fond du débat. Vous avez dit que c'est un problème de dignité. Et moi, j'ai adhéré au choix parce que justement, c'est un problème de liberté pour nous. La dignité, vous savez, ça peut être interprété de mille façons. Selon qu'on est croyant, pas croyant, on peut très bien, dans une fin de vie, même douloureuse, de souffrance, y trouver sa dignité. Moi, je respecte. Puis il y a d'autres personnes qui estiment qu'au contraire, c'est indigné de mourir dans la souffrance. Mais le mot dignité est vaste. Tandis que le mot liberté est très clair. Le mot de liberté, c'est le choisir. Chacun est libre de sa liberté, de son choix, et sa liberté n'empiète pas sur la liberté des autres. Tout à fait. C'est fondamental. Donc nous, on est très favorables, et c'est pour ça que j'ai adhéré à cette association, au choix, à la liberté. Voilà. La deuxième chose que je voulais faire comme petite remarque à ce que je viens d'entendre, c'est que là, il faudra m'expliquer comment
la clandestinité peut s'évaluer. Quand vous me dites qu'il y a 1000 euthanasies clandestines, ça ne repose sur rien. Quand on voit dans les textes, il y a le chiffre de 2000 à 4000 qui ne repose sur rien non plus, parce que évaluer par des chiffres la clandestinité, vous allez vous tromper obligatoirement. Selon des médecins, après. Voilà. Oui, mais ça reste compliqué à savoir. En plus, quand il y a le risque juridique, les gens ne vont pas vous avouer que facilement. Voilà. Oui, bien sûr. Et puis la troisième chose, et puis après je vais répondre à votre question, c'est qu'en ce qui concerne la Convention citoyenne, il faut tout de même savoir que cette Convention citoyenne, qui a été importante, puisque les gens ont été extrêmement actifs et attentifs, mais vous savez, une convention, ça peut s'orienter un peu comme on le veut. Il est tout de même intéressant de le dire, parce que ça n'a pas été dit par aucun média, qu'il n'y avait eu aucun médecin français favorable à l'aide active à mourir qui avait été invité. Aucun. C'est vrai ? Voilà. Okay. Il y a eu des médecins étrangers, il y a eu des médecins de soins palliatifs, alors là, pléthore. Mais en ce qui concerne les médecins favorables à l'aide active à mourir, pas un médecin français. Donc voilà, 3 petits points sur ce que vous venez de dire. Alors je vais essayer de répondre à votre question maintenant. Pourquoi ? Oui, comment ça se fait depuis tout ce temps ? Je veux dire, sachant que... Là, on part pour un moment. Parce que pourquoi la France ? La France est un pays extrêmement conservateur, sous influence religieuse. Très importante. On voit régulièrement toutes les religions monothéistes se réunir pour dire leur opposition au choix de sa fin de vie. C'est du reste, je crois, le seul point où elles sont toutes d'accord. J'en vois pas d'autres. Et donc, ce pays qui est une république laïque, reste sous influence religieuse. Ça, c'est un problème majeur. Et nous sommes en plus très conservateurs. On a fait la Révolution française, mais depuis, on s'est bien endormi. Vous savez, il y a beaucoup de lois sociétales importantes qui ont été votées avant nous. On n'a pas été les premiers pour l'esclavage, on n'a pas été les premiers pour le vote des femmes, on n'a pas été les premiers pour l'avortement, on n'a pas été les premiers pour le mariage pour tous, et on n'est pas les premiers pour la fin de vie. Donc la France est un pays très conservateur, très conservateur. Et quand on voit tous les pays qui sont autour de nous, tous ont évolué, même ceux qui sont sous influence religieuse, que ce soit par exemple l'Italie, le Portugal, l'Espagne, ils ont évolué. Donc il y a une vraie originalité française, et qui perdure, et à chaque fois on vous dit il faut une originalité française, ça on l'a, c'est le silence. C'est la pénalisation, c'est l'impossibilité d'exprimer de façon claire et nette au malade, voilà, je vais vous aider à mourir, ou au malade, lui, de dire « j'ai envie de mourir de telle façon ». Voilà. Donc, si vous voulez, on va peut-être aller plus loin dans ces débats, parce que sur le plan de pourquoi, parce qu'il y a énormément d'arguments. Il y a des arguments au niveau juridique, au niveau médical, au niveau religieux, etc. Parce que justement, ce qui était étonnant, j'avais regardé qu'entre 90 ou 98% des Français sont quand même favorables à la légalisation de cette loi-là. Alors c'est un petit peu excessif, disons que les chiffres varient entre 80 et 90%. Ce qui est déjà pas mal, vous voyez. Et surtout, ce qui est important, c'est que ça fait 20 ans que les Français réclament un changement de la loi. 20 ans. Quand on voit les enquêtes de l'IFOP, etc., elles donnent à peu près le même résultat. Et l'une qui est intéressante, celle qui a été faite par La Croix, le journal La Croix, qu'on ne peut pas accuser de favoritisme en faveur de l'aide médicale à mourir, c'était 89%. C'est 2019. Donc il y a une volonté... Les gens disent ça suffit. Donc il y a un fossé énorme entre la volonté populaire et les décisions les décideurs politiques, les décideurs médicaux, les décideurs religieux. Voilà. Les décideurs politiques traînent les pieds. Ça fait des années qu'ils traînent les pieds. Il y a eu plusieurs débats à l'Assemblée qui sont à chaque fois... Quand vous avez eu les lois Claes-Leonetti et Leonetti, 2005-2016, l'unanimité. Vous savez, quand il y a une réforme sociétale, une loi sociétale, qui a l'unanimité des députés, c'est douteux. C'est pas satisfaisant. J'ai jamais vu une loi sociétale où les gens s'embrassent à la fin en disant « bravo, on est tous pareils ». Non. Un vrai débat sociétal, c'est un débat dur, où les gens s'écharpent, et après tout, c'est ça la démocratie. Et donc, il y a une volonté du monde politique de repousser ce sujet. Je vois encore le discours de M. Attal l'autre jour, pléthore sur la crise, sur les agriculteurs, etc. Et puis, 2 petites phrases à la fin. Ah oui, la fin de vie. Le seul sujet qui intéresse tout le monde, y compris M. Attal, la fin de vie. Bon, il va peut-être y avoir une loi sur l'aide médicale à mourir, alors qu'il fallait dire qu'il y a une loi sur la fin de vie. Ce n'est pas une loi sur l'aide médicale à mourir. Et les soins palliatifs à part. C'est une même loi. Donc, c'est pour vous dire à quel point les hommes politiques sont étrangers. Et quand ils disent les médecins ne connaissent pas la loi, non, eux ne connaissent pas la loi. Eux ne connaissent pas la loi parce qu'eux, par exemple, n'ont jamais lu le rapport de la Haute Autorité de Santé, qui est l'application de la loi Claes-Leonetti, qui a été écrite 2 ans après, sous l'influence
de la Société française des soins palliatifs, et ce texte est inacceptable. On va peut-être y revenir après, mais absolument inacceptable. Et c'est pourtant la loi d'aujourd'hui. Donc les médecins aussi ont l'écart entre les médecins de base et puis les médecins, le Conseil de l'ordre des médecins, mais ça on pourra revenir aussi tout à l'heure. Et puis je dirais même les religieux. Vous savez, 60% des catholiques sont pour un changement de la loi. Oui. Bon, et on voit les évêques, etc., les congrès évêques, qui sont contre. Mais vous avez des prêtres qui sont très militants pour l'aide active à mourir en Belgique, très militants au Québec. Une fois de plus, nous sommes dans une situation de retard psychologique face à ce problème essentiel. Vous disiez inacceptable. Du coup, justement, j'aimerais bien revenir directement. J'aimerais bien savoir... Si vous voulez, c'est un des points sur lesquels nous, on est un petit peu original dans l'association où je suis, là, au choix. Parce que les gens se limitent à le titre de la loi. On dit dans cette loi, en dehors du fait des directives anticipées, on pourra y revenir après, mais le point essentiel, c'est la sédation profonde et continue. Or, le texte d'application de sa loi aboutit à une sédation qui n'est ni profonde ni continue. Elle est profonde initialement, on arrive à endormir la personne avec les produits sédatifs, sauf que c'est très facile à comprendre. Le produit a une durée de vie courte, donc il faut être là pour remettre du produit. L'objectif de cette loi, c'est de maintenir un état de somnolence, etc. Encore faut-il que le médecin soit à côté pour remettre le produit. Ce n'est pas une anesthésie générale. D'accord. Or, il est bien marqué dans le texte qu'en ville, le médecin doit passer 2 fois par jour et en EHPAD 3 fois. Vous voyez, le samedi et le dimanche, les médecins passent en EHPAD 3 fois pour appliquer la loi. Okay. Et un deuxième point qui est tout à fait inadmissible, c'est le problème de la déshydratation, qui ne se justifie en rien. Et là, on est en désaccord, du reste, avec mon collègue qui est à côté, mais qui n'est pas à côté, mais qui sera bientôt à côté. On espère. On espère, car l'ADMD maintient ce principe, et nous, on est tout à fait opposés, parce que, la déshydratation du corps ne se justifie pas, entraîne des douleurs, des phénomènes de soif, donc des phénomènes de souffrance, et c'est idéologique. Ce n'est pas physiologique, c'est idéologique, parce qu'il suffit en fait d'augmenter les sédatifs pour obtenir une agonie brève. Or là, avec la loi actuelle, on a des agonies prolongées, des agonies qui n'en finissent pas. Dans le livre qu'on vous a donné tout à l'heure sur la loi Claes-Naiti, ses erreurs, il y a 40 témoignages, et on en a plein, de gens qui disent « mais c'est intolérable, ça dure et ça dure et ça dure ». Donc ça, c'est important. Et ça, nous battons contre cette loi. Autre question. Oui, vous rencontrez du coup beaucoup de défis. Est-ce que, enfin non, peut-être, vous rencontrez beaucoup de défis pour la sensibilisation du public sur ce sujet-là, sur cette question-là? Non, le public est très sensible. Oui. Non, on n'a pas de problème de ce côté-là. On reçoit énormément de témoignages. Vous n'imaginez pas le nombre de témoignages. On reçoit énormément de demandes de gens qui nous disent « aidez-nous pour aller ailleurs, pour trouver fin de vie ». C'est un sujet qui touche tout le monde, sans exception, soit directement, vrai, souvent on l'oublie. Soit indirectement, soit les parents, vos grands-parents, et ils vont mourir, et vous-même, vous allez mourir. Bah oui, bien sûr. Vous pouvez avoir aussi un accident de voiture demain, et vous retrouvez quadriplégique, et à ce moment-là, vous réfléchirez en disant, est-ce que ça vaut la peine? Ça vaut peut-être la peine, et ça vaut peut-être pas la peine. Voilà, ça se discute. Donc, c'est un sujet, en fait, qui devrait être un sujet sociétal, je dirais, abordé un peu partout. Vous savez, ça ne rend pas triste de parler de la mort. Thomas Mann disait, moi je parle de la mort parce que j'aime la vie. Moi j'aime la vie, mais ça me semble très important qu'au dernier moment, on ne me piège pas. Et la loi que l'on demande, une nouvelle loi et la loi de choisir, elle a un but essentiel, c'est qu'elle désangoisse. Même si les gens ne l'utilisent pas, elle désangoisse. 2,5% des Belges demandent une aide médicale à mourir. Mais 80% des Belges ne veulent pas qu'on change la loi. Donc même s'ils ne l'utilisent pas, le fait de savoir qu'on peut l'utiliser, c'est fondamental. Et justement, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que... j'imagine que vous avez étudié et été beaucoup influencé par des modèles du coup étrangers, comme on disait, pour la légalisation sur le droit de mourir dans la liberté. Dans la liberté. Et non la dignité, du coup. Si, la dignité aussi, mais la liberté avant tout. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui vous a inspiré, influencé? Quels sont les modèles qui vous parlent? Nous, on travaille, entre guillemets, on collabore, disons, avec les équipes belges et les équipes suisses. Elles n'ont pas la même philosophie vis-à-vis de la fin de vie, puisque les équipes belges, la loi est basée sur l'aide médicale, c'est-à-dire avec la présence d'un médecin au moment du geste. Alors que en Suisse, il y a
je dirais, associatif au point de vue au moment du geste. C'est le patient lui-même qui fait le geste. Mais il ne faut pas oublier que c'est le médecin qui fait la prescription médicale. Dans les 2 cas, il y a une intervention médicale. Quand on entend dire, oui, mais les médecins... Non, dans les 2 cas, le médecin intervient, soit au moment du geste, soit par la prescription. Donc voilà, c'est des choix qui ont été faits au point de vue, je dirais, historique, puisque la loi de 2001 en Belgique a été une loi globale, à la fois soins palliatifs, à la fois... Il n'y a pas de frontière en Belgique entre les soins palliatifs, contrairement en France, et l'aide active à mourir. Il n'y a pas 2 lois, c'était une même loi. Et en Suisse, c'est une vieille tradition qui date déjà depuis plus de 40 ans, 50 ans, dans les années 60. Ils avaient déjà réfléchi à comment utiliser. En fait, il y a un vide juridique en Suisse, un peu comme en France, qui fait que le suicide n'est pas un crime, donc l'aide au suicide n'est pas un crime. Voilà. Mais en c'est France, pour ça qu'ils appellent ça le suicide assisté au lieu de l'euthanasie. Alors, c'est pas un très bon terme, le suicide. C'est pas un très bon terme. C'est passé beaucoup dans les mœurs, mais pas plus que l'euthanasie, du reste qui ne sera pas dans la loi, quelle que soit la loi. Mais suicide, quand vous lisez le dictionnaire, il faut toujours relire le dictionnaire, il est marqué que ça, c'est se donner la mort dans un cadre de trouble psychologique. Or, vous avez des gens qui n'ont pas de trouble psychologique. Ah oui, tout à fait. Voilà. Donc, le mot suicide est encore un abus de langage. Vous savez, dans le domaine de la fin de vie, il y a énormément d'abus de langage, où les gens utilisent des mots pour troubler le jeu. Il y a, dans nombre de débats, vous savez, des gens qui me disent oui, vous n'avez pas le droit de tuer. Alors, il faut voir le Robert et le Larousse. Tuer, ça veut dire retirer la vie de l'autre avec violence. C'est vrai. À Gaza, le Hamas, l'Ukraine, etc., les victimes, on ne leur demande pas leur avis. Là, on tue. Vous voyez, on tue. Mais là, on n'est pas dans cette atmosphère-là. On est dans une atmosphère de compassion et de répondre à une demande. C'est la personne qui décide. Pas le malade et le médecin, je veux dire, la famille qui décide. C'est le malade qui décide. C'est ça qui est fondamental. Donc, c'est une demande. Donc, vous voyez, le mot « tuer », utilisé énormément par beaucoup de journalistes dans les émissions, est inacceptable. Inacceptable. Et justement, la question que je me posais, c'était comment concilier le respect de la vie avec le respect du choix individuel pour la fin de vie. Si vous voulez, le respect de la vie... Mais vous savez, moi j'étais médecin hospitalier pendant 40 ans. Mon objectif c'était de faire vivre les gens. De les faire vivre. Et heureusement, dans nombre de fois, à la fois je guérissais leur maladie, je supprimais leur souffrance et je les faisais vivre. Parfait. Idéal. Mais un jour la maladie devient incurable. À ce moment-là, les cartes sont changées. Mon rôle n'est plus le même. Je ne suis plus cet aspect de personne qui a la connaissance. Non, je ne suis pas perdu, parce que c'est mon rôle de rester jusqu'au bout. C'est mon rôle de médecin. Mais c'est au malade de reprendre les choses en main. Il a le droit de refuser les thérapeutiques. Il a le droit de refuser l'acharnement thérapeutique, qui est maintenant dans la loi. Et il a le droit de dire, écoutez, non, moi j'ai envie de m'endormir doucement. C'est son droit. Et moi, ce sont les malades qui m'ont appris les choses. Ce n'est pas idéologique. Je ne suis pas militant d'une cause particulière. Je suis militant des malades. Voilà. Les malades m'ont appris que certains voulaient aller en soins palliatifs, mais pas tous. D'autres veulent rester à l'hôpital, dans les services où ils sont, ce qui est difficile compte tenu du nombre de lits qui ont été supprimés. Mais ils me disaient, je suis bien avec vous, je suis bien avec les infirmières, je les connais, je n'ai pas envie de partir, pas envie d'aller dans une unité de soins palliatifs. J'ai envie de mourir chez moi. Autre possibilité, j'ai pas envie d'aller dans une unité où il n'y a que des morts. Et ainsi de suite. Vous voyez. Donc il y a une multitude de choix. Et si on n'entend pas cette parole des malades, on ne respecte pas leur liberté. Mais c'est ça qui m'intéressait justement en parlant de... J'aimerais bien qu'on parle des... Quelles sont les limites de tout ça? Parce que c'est vraiment la première question que je m'étais posée. À quel moment on peut accepter, à quel moment on n'accepte pas ce droit de la mort dans la liberté? C'est-à-dire que... Est-ce qu'il faut attendre que la personne souffre pour accepter son choix? Est-ce qu'il faut attendre... Est-ce qu'on a le droit d'accepter si la personne est condamnée mais ne souffre pas encore? Vous voyez, il y a beaucoup de... Qu'est-ce que vous faites pour les bêtes, avec les bêtes? Vous avez un chien qui va mal, vous faites quoi? Vous l'amenez chez le vétérinaire, sauf que là, vous ne lui demandez pas son avis. Et ça, c'est pas acceptable. Il ne peut pas s'exprimer. Mais c'est tout de même le geste de pitié que vous avez vis-à-vis de lui. Donc, si en plus le chien peut s'exprimer et vous dire s'il veut, c'est encore mieux. Bon, vous êtes devant cette situation-là. Une personne qui vous dit, voilà ce que je préfère. Donc, à ce moment-là, si vous voulez, vous avez deux possibilités dans l'esprit du malade. Soit c'est un patient qui est croyant, par exemple, et pour qui la vie coûte que coûte
et l'essentiel. Parfait. Qu'on le laisse vivre le plus longtemps possible s'il le souhaite. Mais si, au contraire, pour des raisons, même il peut être croyant ou non croyant, il dit non, ça suffit, la souffrance est intolérable. Et c'est moi qui estime, c'est pas le médecin qui estime que la souffrance est intolérable, c'est moi qui estime que cette souffrance est intolérable. Et j'ai pas besoin de le prouver. Elle m'est intolérable, elle peut être psychologique, elle peut être physique, elle peut être les deux. Et je dis stop, ça suffit, j'en ai assez. Donc c'est à vous, à ce moment-là, de me donner les moyens de partir en douceur. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Ok, donc il n'y aura pas forcément de critères à valider ou pas. Alors quand on me dit de dérive, attendez, la dérive elle est aujourd'hui. Oui. La dérive est aujourd'hui. Tout est clandestin. Sinon, vous avez la justice sur le dos, plus le Conseil de l'ordre. Donc 2 épées de Damoclès sur la tête. C'est pour ça que les médecins sont très frileux. 2 épées de Damoclès sur la tête. Et donc, vous êtes dans une situation comme ça où vous êtes coincé en tant que médecin. Et c'est au malade, une fois de plus, que je le dis, qu'il doit dire ce qu'il ressent, ce qu'il entend, que sa douleur, ça suffit, que sa vie, il a fait le tour, ça suffit, et qu'il a par exemple une polypathologie aussi, ça suffit. Il a une maladie neurodégénérative, ça fait 10 ans qu'il est grabataire, ou 20 ans, et c'est pas aux autres de dire si, tu peux tenir encore un peu. Alain Koch, c'est ça, un exemple d'Alain Koch. Tout à fait. Voilà. Alain Koch, 36 ans d'évolution de sa maladie. Il appelle le président de la République en disant « Écoutez, faites quelque chose, je n'en peux plus ». On lui envoie 2 assistants sociaux qui disent « Est-ce qu'on peut vous aider ?» Non, vous n'avez pas compris. Je suis très bien, sur le plan financier, sur le plan moyen, j'ai ce qu'il faut. Mais j'ai envie d'en finir. Et il est parti en Suisse. Oui. Et ce n'est pas le seul cas. On a de multiples cas comme ça. Donc voilà. Et donc les dérives, elles sont aujourd'hui. Parce que lorsque vous obligez quelqu'un à vivre dans des conditions de souffrance intolérable, il y a dérive. Souvenez-vous, vous êtes peut-être trop jeune pour le souvenir, mais l'affaire Imbert, je me rappelle. ou l'affaire Lambert, ou l'affaire Koch, comme je viens de le dire, mais il y en a bien d'autres. On force ces gens à vivre dans des conditions intolérables. Eh bien ça, c'est une dérive. C'est une dérive d'aujourd'hui. Et lorsqu'on voit la loi aujourd'hui, Claes-Leonetti, qui impose la déshydratation et une sédation qui n'en finit pas au moment de l'agonie, c'est une dérive. C'est inhumain. C'est inacceptable. Moi, en tant que médecin, jamais je n'ai déshydraté malade. Et quand j'en parle à mes collègues, ils me disent « Bien sûr que non, je ne fais pas ». Donc, vous voyez, un texte légal peut être en soi une dérive. Justement, vous parliez de l'exemple de Vincent Lambert. Moi, je me rappelle moi, j'étais jeune, mais je me rappelle avoir écouté ça à la télé, d'avoir vu. Et justement, pour parler de ça, du coup, il y a cet intérêt aussi et l'importance des directives anticipées. Du coup. Fondamental. Donc là, justement, quand on parle de dérive et d'abus, par exemple pour cet exemple de Vincent Lambert où c'était une famille qui s'était déchirée parce que le choix n'était pas le même. Enfin voilà. Du coup, il y a une importance de, si la personne n'est pas capable de choisir elle-même de sa fin de vie ou non, du coup, ça va être place qui choisit de la famille. Mais si vous voulez, c'est le problème de Vincent Lambert, c'est que c'était une personne jeune. Tout à fait. Voilà. Et donc, étant jeune, il s'est estimé, c'est pas la peine de faire mes directives. Je dis ça, c'est vrai, ces directives anticipées, comme énormément de jeunes, comme énormément de personnes adultes, comme énormément de personnes qui sont au niveau de la vieillesse, non et qui disent, non, ça sera, on a toujours le temps. Ben non, pas toujours le temps, ça vous tombe dessus et on s'y attend pas. Et si on n'a pas écrit ces directives anticipées, en effet, c'est très difficile à la fois pour la personne la plus proche, la personne qui devrait être la personne de confiance, et je dirais pour le médecin aussi qui est en face, de savoir qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il voulait vraiment. C'est très difficile. Or, l'objectif, c'est de répondre à cette demande. C'est pas d'imposer un objectif. Donc, oui, les directives anticipées sont essentielles. Mais vous savez qu'il y a seulement que 17% des Français qui ont rempli leurs directives anticipées. C'est extrêmement faible. Extrêmement faible. Il n'y a jamais eu de campagne politique en faveur des directives anticipées depuis maintenant 30 ans que ça existe. Jamais. C'est dire à quel point le monde politique se désintéresse complètement de cela. Début de directive anticipée, c'est... non, j'exagère, c'était 2005, donc ça fait moins que ça. Mais aux États-Unis, c'est depuis les années 90. Vous voyez, on était en retard, là aussi. Donc, oui, il faut que les gens remplissent leurs directives anticipées. Et je dirais même, dès qu'ils ont une maladie un peu sévère, alors là, c'est une obligation. Une obligation. Ou une intervention un peu grave, ça devient une obligation.
pour eux, bien sûr. Bien sûr, oui. Pour venir, il y avait cette importance, je trouvais en écoutant beaucoup d'interviews, cette importance de dire que c'était pas un acharnement et une lubie de la mort, enfin c'est pas ça, on parle pas de ça. Vous êtes pas obsédé par la mort ou quoi que ce soit. C'est vraiment une importance de respecter les besoins d'autrui, les besoins des personnes qui ont besoin d'aide. Et justement, je pensais... Non, je ne suis pas obsédé par la mort. Hein, bah oui, justement, c'est ce que je dis. J'aime beaucoup vivre, j'aime beaucoup aller au cinéma, j'aime beaucoup aller au restaurant, j'aime beaucoup... voilà. Parce que... J'aime beaucoup de choses, non pas du tout. Mais par contre, je ne veux pas qu'on me piège. Oui, voilà. Hein, et ça, je sais que ça peut survenir à n'importe quel moment. Et je ne veux pas qu'au dernier moment, on me dise ah bah non, on décide pour vous. Hein, vous allez dans les soins palliatifs et vous serez déshydraté si vous avez envie d'une sédation profonde et continue. Non. Dans mes papiers de directive, j'ai mis non. Jamais de déshydratation avec moi. Et justement, je me posais la question, vous parliez justement là des soins palliatifs. Comment on peut améliorer l'accès aux soins palliatifs actuels en France? Parce que même si la loi n'est pas passée du coup pour le droit de la mort dans la dignité et la liberté, si cette loi passe pas, il y a une importance cruciale du financement pour les soins palliatifs et de s'y intéresser du coup là pour l'instant. Il faut savoir quels soins palliatifs. Parce que là aussi c'est une sorte de slogan. Des soins palliatifs, et le jour où il y aura des soins palliatifs, tout ira mieux. Non. Les gens qui vont en Belgique et en Suisse ne viennent pas des zones déshéritées en soins palliatifs. Okay. Hein, ils viennent de Paris ou d'ailleurs où il y a des soins palliatifs. Donc on ne nous dise pas le jour où il y aura des soins palliatifs partout, il n'y aura plus de problème. Non, c'est faux. Alors, les soins palliatifs, c'est une idée très humaniste, très forte, qui est née dans les années 67 en Angleterre et qui est arrivée en France en 86. Depuis, il y a eu 5 plans de soins palliatifs. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les soins palliatifs? Il y a plusieurs choses. Il y a à la fois les unités de soins palliatifs, qui sont un peu des endroits centres où vous devez partir en l'espace de 3 semaines, un mois, puisque sinon après vous rentrez chez vous, si par hasard vous n'êtes pas mort. Hein. Alors, il y a des centres un peu pionniers, qui ont été extrêmement positifs, hein, que je ne critique pas, qui ont apporté une réflexion importante sur la fin de vie. Le problème, c'est qu'avec le temps, la Société française de soins palliatifs, qui oriente la politique des soins palliatifs, est très marquée par les religions, et en particulier la religion catholique. C'est connu de tout le monde, c'est un mystère pour personne. À la fois la présidente, la vice-présidente enseigne à la catho, etc. Donc, le programme des soins palliatifs de la Société française des soins palliatifs, c'est copier-coller par rapport au programme du Vatican. Copier-coller, il n'y a pas de différence. Nous, on dit, très bien, qu'il y ait des unités de soins palliatifs, ok, des unités laïques, où les gens ont le droit d'exprimer leur point de vue, et si au cours de ce séjour en soins palliatifs, ils ont envie de partir, qu'on les écoute et qu'ils puissent partir. Et puis la deuxième chose, c'est que les soins palliatifs, il pourrait y en avoir aussi dans les unités de médecine. Il y en a un certain nombre, mais on pourrait mieux les implanter. Avoir des soins palliatifs aussi mobiles, parce que nous, un des objectifs, c'est que les gens meurent à domicile, que ce ne soit pas dans des endroits spécialisés d'abord. Enfin, c'est plus humain de s'endormir chez soi, entouré des siens, que dans une unité la nuit. Donc, nous, on met en premier la formation des médecins et des soignants et des infirmières. C'est-à-dire qu'en ville, il faut former les médecins. Il faut les former aux soins palliatifs, à la fin de vie, à l'aide médicale à mourir, changer la mentalité des généralistes et des spécialistes à l'hôpital, en ville, vis-à-vis de la mort. Ça, c'est pour nous une des priorités. C'est pas seulement créer des unités. Il faut, on va couvrir ces unités. Le prochain plan va le couvrir. Il manque quelques départements. Ça ne résoudra pas tout. Ça ne résoudra pas tout. Ça ne résoudra pas non plus le problème des maladies neurodégénératives que les soins palliatifs actuellement ne prennent pas en charge. C'est tout de même un pan important de gens qui meurent dans des conditions difficiles. Donc voilà, oui aux soins palliatifs, oui aux soins palliatifs qui ne soient pas sectaires, oui aux soins palliatifs mobiles qui permettent aux gens de dormir chez eux, oui surtout à la formation des médecins en fin de vie, pour la fin de vie. Vous évoquiez le fait de convaincre, je ne sais pas si c'est le bon terme, ou faire changer d'avis le corps médical sur ce sujet-là. Comment on fait? C'est pas très compliqué. Parce que chacun a sa... Non, il y en a qui peuvent ne pas accepter, vous voyez. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, moi j'ai
j'ai connu le monde hospitalier dans les années 80-90. Il n'y avait aucun problème métaphysique pour aider les malades à partir avec des sédations continues, mais vraiment continues. C'est-à-dire qu'on augmentait les doses jusqu'à ce que la personne s'endorme définitivement. Et non pas cette sédation fluctuante que la loi impose aujourd'hui. Donc les médecins à l'époque, moi j'étais chef de clinique pendant 7 ans à Antoine Béclair à Clamart, avec un chef de service qui était catholique, jamais ça n'a posé de problème métaphysique. Donc le corps médical s'adaptera. Le problème, c'est qu'il ne soit pas pénalisé. Quand vous êtes dans une situation où la société vous pénalise, et le Conseil de l'ordre vous supprime votre travail du jour au lendemain, attendez, j'en réfléchisse. Je vais prendre de responsabilité uniquement par militantisme ou par humanité. Voilà le problème. Le jour où vous aurez dépénalisé la loi sur la fin de vie, qu'il n'y aura plus ces 2 épées de Damoclès sur la tête des médecins, je prends le pari que l'année suivante, il y aura 20% des médecins qui en feront, qui aideront à mourir dans toute sa vie. Et puis 5 ans après, vous aurez 60 à 70% des médecins qui accepteront, comme en Belgique. Ça sera intégré à leur pratique. Et puis, il y aura toujours 30 à 40% de médecins qui ne voudront pas en faire. Mais on respectera leur choix. Oui, comme l'exemple... du coup, on parle, dans ce cas-là, de la clause de conscience médicale. Clause de conscience. Comme pour l'IVG, des médecins ont le droit de ne pas la... Il ne faut pas que ça soit un abus non plus, parce qu'il y a des gens qui utilisent facilement la clause de conscience pour ne pas prendre leurs responsabilités. Mais oui, il y aura un certain nombre de médecins qui ne voudront pas le faire. Quand même la clause Mais vous aurez plein de médecins qui accepteront. Ils ne le feront plus dans la clandestinité. Voilà. C'est hyper important, ça. C'est pour ça que je ne suis pas inquiet. Les médecins, ils ne sont pas plus courageux que les autres. Ils ont peur. Ce n'est pas une question de pouvoir, comme on a dit de façon stupide. Si c'était une question de pouvoir, les gens se rueraient dessus. Ils s'en empareraient immédiatement. Non, c'est une question de peur. Ils ont peur et ça se comprend. Ils n'ont pas envie de passer aux assises. Même si vous n'êtes pas sanctionné de façon majeure, partir avec 3 ans ou 4 ans de procès, vous savez, c'est pas drôle. Et du coup, vous, ça fait 20 ans que vous luttez pour la... Non, 25. 25 ans, que vous luttez pour la dépénalisation de l'euthanasie. Est-ce que vous pensez qu'il y a un compromis à faire entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre? Non, il n'y en aura pas. Pas de compromis? Non, parce que c'est pas possible. C'est comme si vous me disiez, est-ce qu'on peut se mettre d'accord entre tous les courants monothéistes, pour qui la vie est sacrée, ce que je respecte aussi, et ceux qui ne sont pas croyants, comme moi, et je demande qu'on respecte mon point de vue. J'ai un humanisme, j'ai des idées de morale, et personne, vous savez, n'a le monopole des valeurs morales. Ni ceux qui sont croyants, ni ceux qui sont incroyants. Donc voilà, il y a 2 philosophies qui s'opposent. Et nous sommes en république laïque. Et le principe de république laïque, c'est la tolérance. Et moi, je tolère totalement toutes les religions, et je demande seulement aux religions qu'elles me tolèrent. Et qu'elles tolèrent tout ce que je présente. Tout de même, c'est la première fois, tout de même, en France, l'an dernier, une enquête a montré que 51% des gens n'étaient plus croyants. Pas pratiquants, plus croyants. Donc ça pose un problème philosophique à une société. On ne peut pas en permanence dire nous sommes une société, la fille aimée de l'Église, etc. Non, c'est terminé. Il faut se tolérer, il faut s'accepter dans notre diversité, dans notre façon de voir. Et alors, en ce qui concerne la mort, zut, c'est l'affaire de chacun. Au nom de quoi? Au nom de quoi ceux qui pensent que Dieu a créé l'homme et qu'il n'a pas le droit de toucher à la vie doivent m'imposer ce point de vue? Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas là dans ce raisonnement. Nous sommes une république laïque depuis pas longtemps, une centaine d'années. Ça a été une bagarre pour que les gens puissent vivre ensemble en tolérance. C'est la façon d'avoir la paix entre les gens. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut... Quels enseignements ou qu'est-ce qu'on peut retirer des expériences des autres pays qui ont légalisé Je trouve qu'il serait temps qu'on regarde ce qui se passe ailleurs. C'est tout de même assez fou. Qu'on entende parler de dérives aussi, vous comprenez. Déjà, j'ai parlé des dérives ici, mais la Belgique, ça avait 20 ans, 22 ans. Il n'y a pas eu de massacre. Vous l'auriez appelé dans le journal. Il n'y a pas eu d'handicapés qui ont tous été massacrés comme du temps des nazis où les victimes ne demandaient pas la vie. Donc il n'y a jamais eu ça.
Donc il faut arrêter avec cette idée, cette façon de présenter les choses qui est un mensonge, pur et simple. Les gens n'ont pas évolué, les gens ne sont pas stupides, les sociétés ne sont pas stupides, les Belges ne sont pas très différents de nous. Bon, je sais pas, les soignants, les médecins belges ne sont pas des brutes sanguinaires par rapport aux médecins français qui sont tous très attentifs aux soins palliatifs, etc. Non, c'est ridicule. Les médecins français et les médecins belges sont les mêmes. Pareil que pour les médecins hollandais, pareil que les médecins espagnols, etc. Et avec les influences des uns et des autres, voilà. Et donc, moi, je ne me fais aucune illusion. Le jour où ça passera, vous allez voir, tout de même, c'est extraordinaire. On est en train de dire que l'IVG va entrer dans la Constitution. Quand vous voyez le débat qu'a été l'IVG, et encore, ça ne touchait pas tout le monde, et pas toutes les femmes, mais vraiment une minorité. Ça a été une lutte sans merci. Donc, le jour où il y aura une loi sur la fin de vie, 5 ans après, plus personne ne la remettra en question. Plus personne. Est-ce que cette loi va finir par arriver, selon vous? Inch'Allah. Et dans combien de temps, surtout? Est-ce que ça mettra encore j'en sais rien. Ça devient un peu ridicule, si vous voulez, parce que, en effet, il y a eu un débat, un début de débat à l'Assemblée nationale en avril 2021, où un député, Olivier Falorni, a présenté un projet de loi qui existait depuis plusieurs années, mais qu'on ne débattait pas au Parlement. Et là, c'était dans une niche parlementaire. Cette niche parlementaire, c'est 24 heures. Il faut que la loi passe en 24 heures. Il y avait 5 articles. Le premier article, il a été présenté et ovation des députés. Une minorité contre seulement 4000 amendements. Donc 4000 amendements, c'est terminé. On ne peut pas faire. Le vote est tout à fait favorable. 248 voix d'un côté, 40 de l'autre. Et les députés réclament auprès du Premier ministre de l'époque, Jean Castex, de faire un nouveau débat parlementaire. Et à ce moment-là, Jean Castex se retourne vers le président Macron et il répond non. Non, on porte plus tard, c'est trop tôt. Ça fait 40 ans que c'est trop tôt. Et là, on a une convention citoyenne qui, malgré, je dirais, un peu cette orientation qu'elle a eue, dont je vous ai parlé tout à l'heure, aboutit au fait que 75% des participants disent si, il faut une loi. Bon, ça fait déjà 1 an. Alors on nous annonce fin août une réforme avec un projet de loi, mais fin septembre, il n'y a rien, fin octobre, il n'y a rien, fin décembre, il n'y a rien. Ça devait être en fin janvier, rien. Février, et là, le Premier ministre en ce moment dit avant l'été. Avant l'été, quoi, avant l'été. Au nom de quoi? Donc, ça prouve à quel point cette loi est importante. Parce que quand on a peur d'une loi, ça prouve à quel point elle est importante. Et ça prouve à quel point il y a un fossé entre le monde politique, quel qu'il soit, et la population. Et moi, je voulais vous demander, si un jour il y a une réglementation, quelle serait la meilleure pour la France? Parce que c'est vrai qu'on lit... il y a plusieurs termes, plusieurs pratiques, l'euthanasie, le suicide assisté, l'assistance au suicide. C'est quoi pour vous le meilleur? Oui. Est-ce qu'on peut parler de meilleur? Je sais pas. Mais non, attendez, c'est pas à moi de répondre, c'est aux malades. Vous êtes en train de me poser la question comme si j'étais un juriste ou un politique. Non. Moi, le malade, il y a des malades qui me disent je préfère me débrouiller tout seul, avec ma famille, etc. Moi, ça va très bien d'ouvrir la perfusion, mais je veux bien être aidé par une infirmière, je veux bien que le médecin fasse la prescription, parce que ça, c'est obligatoire, quel que soit le pays. Très bien, il faut répondre à cette demande. Et puis il y en a d'autres qui disent, moi, j'ai eu des médecins qui m'ont dit non, je voudrais que tu sois là. Non, ça me rassurerait. Très bien, la loi elle doit le permettre. Et puis d'autres qui disent non, j'ai pas besoin ni l'un ni de l'autre. Je veux une sédation profonde, mais une vraie sédation profonde, c'est-à-dire partir en 24 heures. Et ben voilà, très bien. Puis d'autres qui vous diront non, moi c'est le respect de la vie, je vous en supplie, c'est sacré, n'y touchez pas. Parfait. Vous voyez, c'est ça, je n'ai pas à choisir. Une réglementation libre. Mais c'est une réglementation qui autorise ces différentes... pourquoi prendre une direction plutôt qu'une autre? C'est négliger la vie de certains malades. C'est le non-respecter la liberté des uns et des autres. Il n'y a pas un modèle type. Il y a justement un éventail de possibilités qu'on doit offrir aux malades, et c'est à lui de choisir. Et j'ai répondu à votre question. Oui. Quels sont vos projets futurs dans les années qui vont arriver sur cet engagement-là? Souffler.
C'est peut-être important. On est épuisé, vous savez. On est épuisé par ce combat. Enfin, les gens ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte. On se bat contre un mur d'absurdité. C'est très dur. Donc non, ce qu'on va travailler ensuite, si la loi passe, d'abord, quelle loi et dans quelles circonstances? Vous savez, on a vu avec la loi Claes-Noëti un titre, sédation profonde et continue jusqu'au décès, etc., etc. Et puis on a vu l'application. Donc on se méfie. Il peut très bien avoir un projet de loi, mais avec tellement de restrictions que ça sera inapplicable. Donc il faudra se bagarrer pour que ça soit applicable et correctement applicable. Mettons dans la situation la plus profitable, où on offre aux patients cet éventail dont j'ai parlé. Je pense que nous, on sera à mobiliser les médecins et les non-médecins pour la formation. Voilà, la formation, ça sera quelque chose d'essentiel. Et que cette formation ne tombe pas entre les mains, justement, de ceux qui sont opposés. Et que ça ne soit pas entre les mains de la société, uniquement de la Société française de soins palliatifs, qui actuellement est extrêmement rigide. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc voilà, il faudra que en Belgique, vous avez une fondation qui dépend d'associations et qui forme des médecins assez rapidement, du reste, avec 6 modules. Et ça permet d'ouvrir, puis ensuite on continue avec des discussions. Donc il faudra faire ça en France, il y aura du boulot là-dessus. Et puis c'est un sujet qui ne sera jamais fini, parce qu'à chaque fois il y a des problèmes différents qui surgissent. Qu'est-ce qu'on fait avec les polypathologies? Est-ce que c'est pareil que les pathologies graves? Pour l'interrogation. Vous avez dit quoi comme terme? Les polypathologies. Est-ce que vous pouvez me définir? Si vous voulez, vous avez des gens qui ont par exemple qui ont un certain âge et qui ont une petite insuffisance cardiaque, un petit handicap de cause d'arthrose, la vue qui baisse, etc., etc. La petite polypathologie qui rend la vie impossible, mais qui ne représente chaque pathologie ne représente pas une pathologie grave et incurable. Donc voilà, il y a ça qu'il faudra apporter. Puis il y aura aussi des gens qui vous diront, ben voilà, on prolonge la vie. Est-ce que c'est raisonnable quand on a 90 ans, qu'on a fait le tour de la vie, de l'existence, de rester? Là aussi, il faudra un jour l'entendre, écouter. C'est ce que les Belges se posent, cette question-là. C'est un problème qui est une porte ouverte vers... Là, ils ont raison, ceux qui sont contre la loi. Ça sera une porte ouverte, mais enfin une porte de liberté. Vous restez optimiste? Dans l'immédiat, oui, à la longue, c'est évident, parce que c'est une évidence. Voilà, une évidence. Quand vous voyez l'évolution des sociétés, je parle des sociétés démocratiques, parce que les autres ne font pas ça, ils évoluent vers une plus grande liberté, de respect des autres. On le voit avec l'évolution. Moi, je suis très très frappé de voir à quel point l'homosexualité s'est complètement intégrée dans notre paysage sociétal. C'était condamné il n'y a pas très longtemps. Les années 80, c'était la loi punissait. Je vous rappelle qu'en 1975, l'adultère était condamné, vous alliez en prison. Vous voyez, aujourd'hui, vous aurez la moitié de la population qui serait derrière les barreaux. Bon, donc, la société évolue. Donc, la fin de vie, ça fait partie de cette évolution de liberté de la société. Et je crois que c'est bien. Merci, Dr Labelle. Merci. Juste avant, je vous propose qu'on s'écoute Somewhere Over the Rainbow d'Israël, rapidement, pour finir sur une note douce. J'ai complètement oublié d'envoyer... Dreams really do come true.
En tout cas, je souhaite remercier le docteur Labelle pour votre présence et d'avoir pu échanger avec nous. Vraiment, ça a été un plaisir. Également, pour nous aussi, plaisir partagé. Malheureusement, Jean-Luc Michel Romero n'a pas pu être là. On n'a pas pu échanger tous ensemble, mais quand même, vous étiez là, donc merci beaucoup. Il m'a fait confiance. Oui, finalement. Je rappelle que Le médecin, la liberté et la mort, écrit par le docteur Labelle, est toujours disponible. Donc chez Plomb. Vous avez aussi un prochain livre qui va sortir le 6 mars, d'après ce que vous me disiez. Sur l'histoire d'une femme extraordinaire, une femme complètement inconnue, qui est ni juive, ni musulmane, ni résistante, ni communiste, etc. Mais au nom de ses principes, que les gens sont égaux, a pris la défense d'une jeune fille juive, et ce qui l'a amenée à être déportée à Auschwitz et à Birkenau, et puis ensuite à Ravensbrück. Et là, elle a été confrontée aux médecins nazis. Elle est psychiatre et elle utilise un peu ses connaissances en psychiatrie pour résister à ces individus assez monstrueux. Et puis ensuite, elle a accepté le silence jusqu'au jour où elle a pris elle a participé à un procès à Londres. Et là, elle est sortie de son anonymat. Et c'est la deuxième Française qui a eu le titre prestigieux créé par l'État d'Israël de celui de Juste parmi les nations, qui a été créé pour récompenser les personnes exceptionnelles qui ont aidé les personnes juives à s'en tirer. Donc voilà, c'est un personnage énorme, formidable. C'était une amie de Germaine Tillon, de Marie-Claude Vaillant-Couturier, et ça m'a semblé important que la France, enfin, lui rende honneur. Merci beaucoup en tout cas, docteur Labelle. Merci beaucoup. Vous étiez avec nous aujourd'hui sur UGOP Radio, la web radio citoyenne et associative du 12e arrondissement. Nous espérons que vous avez apprécié l'émission. Un grand merci à notre équipe technique, bien sûr. Merci Samuel, merci Pierre, merci Mathéo. Retrouvez-nous sur notre site internet, sur notre chaîne YouTube et sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Likez, partagez, commentez. On se voit une prochaine fois. D'ici là, prenez soin de vous. Sur les ondes et à bientôt sur les ondes de UGOP Radio, la radio du 12. C'était Rosie et Chloé. À la prochaine. Merci beaucoup.